Bonjour à tous et bienvenue sur A2Change, le podcast dédié au change management. Je suis Lucie, consultante en conduite de changement au sein de la société de conseil Exalt. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Bossier, ingénieur de formation et associé chez Humans Matter, entreprise internationale de design cognitif. Spécialiste en stratégie et en transformation, il explore les nouveaux modes d'apprentissage, de décision et d'engagement à la lumière des sciences cognitives, en faveur notamment des entreprises. Amis Change Manager, cet épisode risque de vous bousculer, tant la vision d'Alexandre sur l'entreprise et le change management est passionnante et peu commune. Et c'est justement pour cette raison que nous avons voulu le recevoir sur A2Change. Je vous invite à mettre de côté vos formations apprises jusqu'alors et à ouvrir vos oreilles. Prêt à ajouter un nouvel atout dans votre manche ? C'est parti! Bonjour Alexandre, merci d'être parmi nous aujourd'hui dans le podcast A2Change. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre Bossier. Je suis un des associés d'une entreprise qui s'appelle Humans Matter. Et on se définit comme une entreprise de design cognitif. Donc, ça veut dire qu'on vient croiser les connaissances issues des sciences cognitives avec des besoins d'évolution dans différents champs. On vient les croiser pour concevoir des solutions qui vont prendre la forme de nouvelles technologies, de parcours de formation, de nouveaux parcours de soins en santé, etc. Voilà, c'est des applications très diverses. On agit, nous on évolue dans trois grands champs d'activité, qui sont la santé, qui est le champ d'activité historique de Humans Matter. Mm-hmm. Et on a notamment une activité qui s'appelle Happy Neurone, qui équipe en logiciel en fait, d'évaluation et de rééducation cognitive plus de la moitié des orthophonistes en France. Voilà, donc ça c'est le champ historique dans la santé. On continue d'avoir des projets d'innovation dans la santé, dans tout ce qui est ce qu'on appelle les thérapies digitales, donc qui sont des nouvelles façons d'accompagner des parcours de soins. D'accord. À partir d'évolutions comportementales des patients et des soignants en fait. Voilà. Ok, oui, je connais très bien l'application Happy Neurone, même si je n'ai pas eu de besoin orthophoniste pour le coup. Je l'ai testé et j'invite nos auditeurs à tester l'application. Très sympa à utiliser. Donc ça c'est le premier champ, le champ historique dans la santé. Ensuite, on s'est développé dans le champ de l'éducation. Mm-hmm. Donc en fait, on a été un des pionniers de ce qu'on appelle les serious games, donc la pédagogie par le jeu, donc il y a une petite quinzaine d'années. Donc ce qui nous a fait nous développer plus dans ce qui était formation professionnelle, etc. Mm-hmm. Et puis là en ce moment, on a un certain nombre de projets d'innovation aussi plutôt côté enfants, donc apprentissage chez les enfants de primaire par exemple, avec des pédagogies innovantes, ou aussi en enseignement supérieur, ou aussi en accompagnement de demandeurs d'emploi, par exemple dans leur insertion professionnelle, où là on met en place des pédagogies innovantes qui se basent sur le développement des capacités cognitives. En fait. Voilà. Okay. Et le dernier champ d'activité sur lequel on travaille, c'est celui du travail ou de la collaboration en entreprise, où là, on va accompagner des grandes entreprises dans des évolutions de culture, en fait, dans des évolutions de mode de collaboration, en s'appuyant sur ce que l'on sait de mieux en mieux sur le fonctionnement de nos cerveaux, en fait. Voilà. Ok. Très clair pour les champs d'application. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la partie entreprise puisque c'est ce secteur-là qui intéresse le plus nos auditeurs. Comment ça vous est venu ? Comment vous y êtes arrivé à ces sciences cognitives ? Alors à titre personnel, donc moi à la base, je ne suis pas un docteur dans une des disciplines des sciences cognitives. Moi, j'ai vraiment cette approche de designer, c'est-à-dire de venir comprendre de la meilleure manière possible des situations, des enjeux, des besoins, et ensuite de venir mobiliser les connaissances venant des sciences cognitives pour trouver les meilleures solutions à partir des connaissances qu'on a maintenant. Voilà. Et donc la forme d'obsession que j'ai développée vis-à-vis des sciences cognitives, c'est celle de se dire, on s'est jamais aussi bien connu et compris en tant qu'être humain, jamais.
Dans l'histoire de l'humanité, on ne s'est jamais aussi bien connu et compris. Et donc, moi, ça me saoule qu'en en fait, on n'utilise pas cette connaissance. Donc, la mission que moi, je me suis fixée, c'est celle de rendre cette connaissance utile, opérationnelle, etc. Voilà, c'est ça le truc. Donc après, moi, il se trouve que j'ai une certaine boulimie vis-à-vis de la connaissance. Voilà. J'ai commencé, j'ai fait des études d'ingénieur, après j'ai commencé à faire de la recherche en astrophysique. Voilà, rapidement, ça m'a un petit peu ennuyé, voilà, c'est comme ça. Et après, il se trouve que par le développement de notre entreprise, on a eu la chance d'interagir et de collaborer avec en fait, beaucoup de labos de recherche dans les différentes disciplines des sciences cognitives. Et donc à chaque fois, en fait, c'est des nouveaux champs de connaissances qui s'ouvrent. Et à chaque fois, moi, j'ai mon obsession qui revient, qui me dit comment est-ce qu'on rend ce truc-là utile. Voilà. J'ai plein de questions là qui me viennent en tête. Pour commencer peut-être, c'est qu'est-ce qu'on appelle sciences cognitives ? Et est-ce que c'est un nouveau sujet ? Est-ce que c'est en fait, d'après ce que je comprends, c'est relatif à l'humain, donc j'imagine que ça existe depuis la nuit des temps, mais ces études-là et ces avancées, depuis quand elles existent ? Ouais, donc alors en fait, effectivement, hein, la compréhension des mécanismes de la pensée, de la décision, de l'imagination, etc. C'est ça les sciences cognitives en gros. Effectivement, les réflexions sur ces sujets existent, peut-être pas depuis la nuit des temps, mais au moins depuis les philosophes antiques, etc. Enfin, le connais-toi toi-même, ça date de la Grèce antique. Ce qui est nouveau, enfin en tout cas récent, c'est-à-dire depuis, on va dire, des années 50-60, c'est l'organisation en discipline scientifique de ces questions, de l'étude de ces questions. Donc, les sciences cognitives, c'est l'étude des mécanismes conscients ou inconscients de la pensée, de la décision, de l'imagination, de la perception, etc., de la mémorisation, etc. C'est ça les sciences cognitives. Donc, ce qui est nouveau et récent, c'est le fait que ça se soit structuré comme un champ interdisciplinaire. Donc, généralement, on dit qu'il y a 6 grandes disciplines dans les sciences cognitives. Les neurosciences, qui sont peut-être les plus connues, la psychologie cognitive, la philosophie, les sciences de l'éducation, la linguistique et l'intelligence artificielle. C'est généralement les 6 grandes qui sont identifiées. Mais en fait, elles poursuivent toutes le même objectif, qui est de mieux comprendre, modéliser et outiller la compréhension et l'action sur tous nos mécanismes de pensée, perception, imagination, décision, etc. Voilà. Ok, donc c'est mieux comprendre les réactions humaines pour pouvoir faire quoi au final ? Pour pouvoir agir dessus. Pour pouvoir agir dessus, en fait, pour pouvoir gagner en efficacité. Alors, il y a des cas où on va gagner en efficacité chez des sujets sains, comme on dit. Enfin, voilà, vous et moi, a priori, on est des sujets sains. Pas toujours le cas, mais bon, on est des sujets sains. Donc là, ça va être intéressant pour gagner en efficacité. Si je comprends mieux comment fonctionnent les mécanismes de décision, en fait, je peux agir pour améliorer mes prises de décision. Pour contrer l'effet de certains biais cognitifs, par exemple, un sujet qui est de plus en plus connu. Voilà. Après, il y a évidemment des applications, on va dire, peut-être plus directes en santé, dans la forme de thérapie. Donc, on citait nos activités dans l'orthophonie, donc c'est-à-dire que nous, on développe des logiciels, ou des applications, comme on dit maintenant, c'est la même chose. On développe des applications qui vont faire ce qu'on appelle de la remédiation ou de la rééducation cognitive, par exemple chez les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, donc ce qu'on appelle les troubles 10, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc., dyspraxie, etc. Ça, c'est des troubles de l'apprentissage, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont, pour une raison ou une autre, eu des retards dans le développement de leur capacité cognitive. Bon, ça, quand on comprend ces retards de développement, on peut agir dessus. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas agir dessus. En fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc, le fait de comprendre ça, ça sert à pouvoir mieux agir sur ces mécanismes. Et ces mécanismes, ils sont absolument essentiels dans l'évolution, en fait, dans l'apprentissage, le changement, l'évolution, etc. Voilà. Si je comprends bien, l'étude de ces sciences cognitives permet de mieux comprendre et déceler finalement certains maux de la société, notamment ces maladies chez les enfants, mais va permettre aussi
d'actionner les leviers pour rectifier finalement ces maladies. Oui, bien sûr. Oui, alors, mais on peut aller sur d'autres exemples. On va prendre un exemple qui intéresse beaucoup le monde de l'entreprise. Ça va être par exemple le sujet de la motivation. Comment est-ce que fonctionne la motivation? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire quelque chose? Donc ça c'est plutôt un champ d'étude, un objet d'étude de la psychologie cognitive. C'est qu'est-ce qui se passe en gros dans notre cerveau et qui met en mouvement un individu vers un objectif. Et donc ça, par exemple, les sciences cognitives elles vont nous amener des éclairages sur des différents niveaux de motivation. En gros, il y en a 3 généralement qu'on dit, intrinsèque, extrinsèque, velléitaire. Intrinsèque, c'est-à-dire c'est ce qui va être de l'ordre des passions, ce qui motive une personne presque pour lui-même, pour le développement de lui-même. L'extrinsèque, c'est la fameuse carotte et bâton, quoi. C'est si tu fais ça, tu auras ça. Voilà. Et le velléitaire, c'est mon voisin vient d'acheter une meilleure bagnole que la mienne, il faut que je change de bagnole. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est le plus puissant dans l'engagement, c'est-à-dire une forme de motivation durable, c'est l'intrinsèque, c'est la motivation intrinsèque. Et pourtant, dans le monde de l'entreprise, c'est celle sur laquelle on agit le moins. Parce qu'on se dit, c'est de l'ordre de la sphère privée, donc ce n'est pas le job de l'entreprise d'agir sur la motivation intrinsèque. Moi, je fais partie des gens qui n'acceptent pas ce genre d'état de fait. Et qui me disent, non, en fait, généralement, ça fait du bien aux gens d'être motivés. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas travailler sur leur motivation intrinsèque, même y compris dans un cadre professionnel. D'accord. Et alors concrètement, comment ça se passe dans un cadre professionnel? Est-ce que vous avez un exemple? Oui, bien sûr. Nous, on accompagne des managers là-dessus. Et en fait, on va les aider à changer la nature des conversations qu'ils ont avec les membres de leur équipe, par exemple. À les aider à aborder, je ne sais pas, différemment, on va prendre des exemples super concrets, à aborder différemment les fameux entretiens annuels de développement, etc. D'accord. En disant en fait, il y a peut-être autre chose à faire que simplement faire un relevé d'atteinte d'objectifs. Là, on est en plein dans les motivations extrinsèques. Il y a peut-être autre chose à faire. Il y a peut-être des conversations à avoir avec une personne pour comprendre ce qui est important pour lui. Aller chercher des éléments concernant le sens de son action et de son implication dans l'entreprise. Voilà. Bon, ça, il peut y avoir des techniques d'entretien ou de conversation qui permettent d'avoir accès à ce genre de motivation chez les personnes. Donc vous allez retravailler un peu le format, l'entretien annuel par exemple. Alors les formats, mais aussi beaucoup les postures, les éléments de langage, les objectifs qu'un manager se fixe quand il mène ce type d'exercice, etc. Voilà. Après, ça peut prendre beaucoup de formes diverses. J'aurais aimé vous poser la question, quel est le lien que vous faites entre sciences cognitives et changement? Alors, j'avais lu cette question avant parce que vous m'aviez envoyé le papier, elle m'a perturbé en fait. Parce que c'est vrai que, alors baignant dedans maintenant depuis quelques années, en fait c'est une question tellement évidente que pour moi c'était presque un pléonasme en fait. Au début j'ai eu la question, je me suis dit mais est-ce qu'elle a vraiment du sens cette question? En fait, ce qui caractérise les êtres vivants, c'est ce qu'on peut appeler l'impermanence, c'est-à-dire que tout change tout le temps. Et l'autre chose qui caractérise un être vivant, ce sont ses capacités cognitives, c'est-à-dire ses capacités d'interaction avec le milieu qui l'environne. Et donc d'évoluer. Donc c'est la nature même du vivant, ça dépasse même l'être humain en fait, c'est la nature même du vivant que d'évoluer, que de prendre en compte les informations de son environnement pour s'adapter. C'est la nature même. Donc, en fait, le problème, il vient de la façon dont est abordé le changement par le monde de l'entreprise. En disant, en fait, l'entreprise aborde le changement uniquement de son point de vue institutionnel. Alors que, moi, je pense, là, on rentre dans l'ordre des convictions, c'est que le changement, il doit être abordé du point de vue des personnes qui composent une institution ou un ensemble abstrait qu'est une entreprise. Et alors, à ce moment-là, à partir du moment où on aborde les choses comme ça, la compréhension de la cognition, donc les sciences cognitives, ça, je ne veux pas dire que ça donne toutes les réponses, c'est pas vrai, mais ça donne énormément de réponses, de clés de lecture et de clés de compréhension, de déjà comprendre ce que c'est le changement, quoi, tout simplement. Et en fait, de comprendre du coup que la plupart des problèmes dans les entreprises, c'est pas
les fameuses résistances au changement ou autres. Ouais. Ou en fait, enfin si, mais d'un autre point de vue, c'est de comprendre que c'est généralement plutôt le système qui bloque le changement, plutôt que les personnes qui résistent au changement imposé par le système. Mais bon, voilà, ça donc les sciences cognitives dans le changement, elles permettent de regarder vraiment les choses du point de vue de l'humain. Voilà. Ok, j'aime beaucoup cette approche et c'est vrai qu'on l'entend rarement. Après, on peut se dire que les résistances humaines, elles sont peut-être dues à une mauvaise perception, des mauvaises décisions, enfin tout ce qui a trait aux sciences cognitives. Il y avait un Peter Senge, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cet auteur-là, mais il avait beaucoup écrit sur ce qu'on appelle l'organisation apprenante. Et la 5e discipline, je crois, là je dis peut-être des bêtises, mais peu importe. En fait, il y avait une phrase qui résumait à peu près tout, c'est que en fait, les personnes ne résistent pas au changement, elles résistent à être changées. C'est pas du tout pareil en fait. C'est pas du tout pareil. Donc là, effectivement, il peut y avoir des perceptions qui vont créer des résistances au changement, c'est effectivement quand j'ai des perceptions de danger. Qui est d'ailleurs naturel à l'homme depuis toujours. Bien sûr. Donc j'ai des perceptions de danger. Je sens que quelque chose va, en fait, parler trivialement directement, mais m'apporter plus d'emmerde que de bénéfices. Donc ça, je rejette. C'est évident que je rejette. Et en fait, après, le travers dans lequel on tombe, c'est de croire que la démonstration rationnelle de la supériorité des bénéfices par rapport au risque va suffire à changer la perception. Ça, c'est complètement faux aussi. Et ça, c'est le travers dans lequel, je pense, que la plus grande partie des consultants en conduite du changement, et c'est de quoi je parle, je l'ai été, tombe. On déroule des démonstrations rationnelles pour dire, regarde, si tu fais ça, ça sera mieux que ce que c'était avant. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on ne prend pas en compte effectivement des perceptions de danger, on ne prend pas en compte un certain nombre de biais cognitifs qui existent, biais d'aversion au risque, biais de statu quo, biais de confirmation, etc., qui font que, en fait, naturellement, on va plutôt avoir tendance à rejeter des choses qui viennent de l'extérieur, parce qu'elles représentent trop de risques. Je comprends. Alors, comment il faudrait faire? Typiquement, on a un changement culturel à faire. On parle beaucoup d'acculturation à la data. On parle, ou ne serait-ce que d'un déménagement. Je ne sais pas quel est l'exemple le plus parlant pour vous, mais comment on fait? Comment une entreprise devrait s'y prendre? Alors, dans certains cas, il faut arrêter d'essayer de convaincre. Déjà, c'est le premier truc. C'est de travailler vraiment au changement, c'est-à-dire vraiment à venir modifier des choses, mais peut-être à certains moments laisser de côté un certain nombre d'efforts qui consistent à essayer de vendre le changement, ou la fameuse pédagogie du changement. Enfin, on est en pleine élection présidentielle, donc ça on n'a pas trop entendu, il faut faire la pédagogie des réformes cette fois-là. Mais bon, cette fameuse pédagogie du changement, etc., c'est regarder, on va vous expliquer que tout va bien se passer, etc. etc. Voilà, ça, il se trouve que, en fait, il faut informer, mais on a toujours tendance à aller trop loin et à vouloir tout expliquer pour les gens à leur place. Les choses qui peuvent être beaucoup plus efficaces, mais là je ne vais rien dire de super original, c'est le fait de créer des espaces d'appropriation des choses qui sont en train de changer. Et de créer chez les personnes, d'aller s'appuyer sur ce qu'on appelle leur agentivité, c'est-à-dire leur sentiment d'intervention sur eux et sur le monde, pour les faire s'approprier un changement qui est en train de se passer. En fait, il faut toujours travailler sur le fait que les gens aient l'impression de pouvoir agir sur le changement. Toujours. Et donc, ça veut dire pour les personnes qui pilotent le changement, c'est pour eux que c'est le plus dur. Oui, c'est un peu pour eux que c'est le plus dur parce qu'on leur a tellement dit il faut conduire le changement, il faut accompagner le changement, il faut machin, il faut truc, qu'on a toujours envie d'en faire le plus possible. Prévoir le plan de communication, de formation, etc., etc. Mais en fait, un des trucs les plus efficaces, c'est déjà de créer les espaces qui vont permettre aux personnes de s'approprier quelque chose qui est en train de changer. Et de dire, en gros, de toujours passer le message que rien n'est complètement acté, tout peut toujours bouger. D'accord. Tout peut toujours être modifié. Ces espaces d'appropriation, qu'est-ce que ça peut être par exemple?
Bon, alors là, il peut y avoir des natures très très différentes. Alors nous, il y a des techniques qu'on utilise souvent qui sont assez puissantes, qui sont par exemple des techniques de co-développement. Voilà, donc ce sont des méthodologies d'apprentissage entre pairs ou de résolution de problèmes entre pairs qui peuvent être assez puissantes. Voilà. Il y a évidemment tout ce qui peut avoir trait aux méthodes agiles dans la gestion de projet, parce que les méthodes agiles vont mettre en œuvre un certain nombre alors de ce que nous, d'un point de vue cognitif, on appelle des espaces attentionnels, c'est-à-dire des moments d'équipe dans lesquels l'équipe s'autorégule et revoit ensemble la répartition des tâches, des responsabilités, le rythme d'avancement du projet, etc. Donc là, on est bien sur cette logique de j'ai des marges de manœuvre importantes dans la façon dont est mené le changement. Voilà, donc ça participe beaucoup. Et puis, lié à ça, il y a le fait de multiplier les temps et les espaces de retour d'expérience, de retour sur expériences vécues liées au changement, plutôt que de multiplier les temps d'explication du changement. Voilà, c'est ça, là où il y a une... Ça, c'est très, très contre-intuitif. C'est-à-dire que une des façons d'accélérer le changement, c'est de revenir sur ce qui s'est passé dans le passé. C'est de revenir sur ce que j'ai vécu. Parce que c'est en revenant sur ce que j'ai vécu que j'apprends de ce que j'ai vécu et donc que je construis des nouvelles connaissances qui vont accélérer. Ça, c'est très contre-intuitif, mais c'est très, très puissant. Oui, on a toujours l'impression de perdre son temps. On a toujours l'impression de perdre son temps en revenant sur un truc qui s'est déjà passé. Ouais. On est plutôt toujours... Enfin, moi, j'ai des trucs, par exemple, qui souvent me mettent hors de moi dans des réunions. Ouais. C'est l'obsession des prochaines étapes, quoi. Voilà. C'est quoi les next steps ? 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 Comme si, en fait, le changement n'était qu'une affaire de ce qu'on va faire demain. Mais non, en fait, le changement est permanent. Et on est tout le temps en train de changer. Tout est tout le temps en train de changer. Donc, une façon d'être beaucoup plus à l'aise avec le changement et de l'accélérer, c'est de travailler à l'accepter. Et pour l'accepter, ça veut dire prendre conscience de comment je suis déjà en train de changer. Intéressant. Si je résume les échanges que l'on vient d'avoir, c'est peut-être informer du changement qui va arriver dans l'entreprise. Donc, généralement le CEO ou en tout cas le comité exécutif qui va annoncer ça. Pas forcément rentrer trop dans le détail des explications, mais plutôt là, aller voir les managers qui, eux, à leur échelle, en fonction de leur rôle, leurs activités, vont s'approprier le changement et l'expliquer à leurs équipes de manière très concrète et opérationnelle et co-construire finalement peut-être les solutions qu'il faudrait y amener. C'est des choses qui se font de plus en plus en matière de conduite de changement. C'est vraiment de déléguer cette partie-là au manager, d'engager et de co-construire pour que le changement finalement ait du sens auprès de son équipe et donc d'organiser des ateliers de design thinking, de collaboration. Est-ce que... Ça peut, oui, toutes ces choses-là peuvent participer, mais... En fait, en réentendant la synthèse que vous venez de faire, je pense qu'il y a un truc aussi, peut-être, il y a une forme d'amalgame entre le changement et l'acceptation ou l'adoption d'un changement qui a été décidé pour les gens, à leur place. Et c'est ça où il y a des distinctions importantes. C'est-à-dire que peut-être que, je ne sais pas, je réfléchis aussi à votre pendant qu'on discute, mais peut-être qu'une des clés, c'est d'arrêter de parler de changement. Parce qu'en fait, il est là tout le temps. Et qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas d'être en train en permanence de théoriser le changement, c'est de le vivre. Et d'être en train et de permettre, de créer au sein d'une organisation les espaces qui permettent aux gens de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Ce serait tellement naturel d'être constamment en évolution. C'est le cas. C'est le cas, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas grand monde dans les entreprises qui sont complètement hermétiques à ce qui se passe autour d'eux, que ce soit au sein de leur entreprise qu'ailleurs. Donc en fait, quand des orientations stratégiques sont prises, on est quand même aujourd'hui dans des modes de circulation de l'information qui font qu'il y a quand même plus grand monde qui n'est pas au courant. Et donc la clé, en fait, c'est d'aider les gens, au niveau individuel et collectif, à comprendre ce qu'ils font de ça, quoi. C'est dire, tiens, effectivement, vous parlez, je sais pas, de la data. Alors, nous, dans nos sujets de santé, thérapie digitale, on est en plein dans des sujets de data. Voilà, effectivement, ça implique
des changements conceptuels, opérationnels, etc. On ne fait pas de conduite du changement en fait. Enfin, on prend les projets et en prenant les projets et en se posant régulièrement la question de ce que c'est en train de changer pour nous, ben, en fait on change quoi. On change et on prend conscience qu'on est en train de changer, on prend conscience qu'on est en train de radicalement changer la façon dont on amène nos produits à nos clients. Dans une grande entreprise, est-ce que le risque n'est pas d'avoir de multiples façons de s'approprier le changement Bien sûr, mais ce n'est pas un risque ça. C'est pas un risque, c'est un objectif en soi. Ça dissonne beaucoup par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on nous inculque, entre guillemets. C'est vrai que les entreprises, généralement, elles cherchent à avoir des process harmonisés pour faciliter justement l'efficacité, la fluidité des informations, etc. etc. Donc vous diriez un peu qu'il faudrait faire le contraire pour justement gagner en efficacité. C'est pas un problème de ne pas avoir les mêmes process, de ne pas avoir ça dépend pourquoi. harmonie. Ça dépend pourquoi. Ça, on ne peut pas avoir de considération générale là-dessus. Je ne sais pas si vous allez dans un groupe d'assurance qui a des enjeux de compliance par rapport au traitement de dossiers de sinistres, etc. Oui, évidemment, il faut avoir des process qui, c'est même pas une question d'harmonisation, qui soient conformes à un certain nombre de réglementations, etc. Mais ça, je dirais que ça c'est un sujet de procédure. Si je le dis autrement, c'est un sujet non humain. C'est vrai que moi, le sujet que j'aborde, que je travaille par les sciences cognitives, c'est celui de l'humain. C'est celui de comment on donne du sens aux choses. Et en fait, ce qu'il y a là aussi où il y a une idée erronée de la part de certaines personnes, c'est de croire que le sens se donne, justement. Enfin, le sens se transmet d'une personne à l'autre. Alors, il y a des éléments de sens qui peuvent se transmettre d'une personne à l'autre, mais chacun d'entre nous construit le propre sens de son existence. Donc en fait, quand on dit à un manager « il faut que tu donnes du sens à ton équipe », je pourrais employer un mot fort, c'est une hérésie. En fait, ou alors, pour faire un mauvais jeu de mots, ça n'a pas de sens, quoi. C'est absurde même, en fait, puisque chaque personne donne du sens à ce qu'il vit à partir de ses propres expériences, de ses propres souvenirs, de ses propres peurs, de ses propres émotions, etc., etc. Donc en fait, un manager ne peut pas donner du sens à quelqu'un. Ça n'a vraiment pas de sens. Même en jouant sur des leviers intrinsèques il va l'aider. Il va l'aider à construire son propre sens. Et ça, c'est très important. C'est par exemple ce qui est travaillé quand des personnes parlent de manager coach ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est très important parce que c'est encore un exemple de ces fameux espaces qui permettent à des personnes de s'approprier ce qui est en train de leur arriver. Et je sais que cette phrase-là que je viens de dire, elle peut être très perturbante parce qu'on a l'impression, on est aussi dans des formes d'illusion quasi idéologique qu'on est maître de ce qui nous arrive. Mais ce n'est pas vrai en fait. On est constamment soumis à des forces extérieures qui déterminent nos comportements, nos décisions, etc. Mais on n'aime pas trop ça, quoi. En tant qu'être humain, on aime bien, on a l'illusion du libre arbitre, etc. etc. Et en fait, une des façons d'aider les personnes à mieux vivre ce changement permanent, c'est justement de les aider à reprendre un petit peu de maîtrise sur le cours des choses, sur le cours de ce qui leur arrive. En effet, on en a besoin en tant qu'être humain de sentir qu'on est acteur. C'est ça. Et en fait, moi, c'est vrai que moi, je m'oppose un petit peu à certaines visions de l'entreprise, une vision qu'on peut qualifier de mécaniste, qui considère que l'entreprise est représentée par un organigramme et que je mets une pièce en haut et puis la pièce elle va se démultiplier dans toutes les branches de l'organigramme et qu'en cascade ou en ruissellement ça va fonctionner. En fait, il se trouve que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous aviez dit d'ailleurs à ce propos-là, ce n'est pas l'organigramme qui décide, mais le réseau. Oui, bien sûr, c'est ça. Ou alors une autre façon, ça c'est juste presque une reformulation technique d'une phrase qui est très connue aussi, qui est en anglais, qui dit « Culture, it's a strategy for breakfast ». Donc c'est-à-dire la culture au sein d'un groupe social, une entreprise, sera toujours beaucoup plus forte qu'une décision d'appareil. Donc une décision d'organigramme prise par un comité de direction, etc. Ce sera toujours beaucoup plus fort. Il y a de multiples exemples dans le monde de l'entreprise de stratégies qui n'ont pas fonctionné, qui ont totalement échoué parce que le groupe social, les personnes,
n'étaient pas embarqués dans cette stratégie. Mais l'embarquement dans la stratégie, ce n'est pas uniquement une affaire de « on a bien redescendu le message ». Ce n'est pas ça, embarquer dans une stratégie. Embarquer dans une stratégie, c'est d'avoir créé, animé, organisé les espaces d'appropriation de ces éléments de stratégie par les personnes qui rendent réelle une stratégie. Parce qu'en fait, une stratégie, tant qu'elle ne se transforme pas dans les actes, les comportements, les décisions opérationnelles, les outils qui sont construits, etc., ça ne reste que du vent. Mais du vent qui peut être utile s'il est bien travaillé. Ok, donc en fait, finalement, il faudrait dire voilà dans quelle direction on veut aller et après laisser à chacun les moyens d'y parvenir. Oui, alors... Et donc de travailler cette stratégie. Oui, en ayant bien en compte que le chacun dont on parle là, le chacun individuel fermé dans sa bulle qui fait ce qu'il veut, ça n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où on évolue dans un groupe social qui est une entreprise, il y a tout un tas de codes qui sont en place et qui de toute façon cadrent les actions des individus. Donc en fait, il y a un autre truc qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le monde de l'entreprise est déjà un monde extrêmement normé. Même dans les startups où il n'y a pas forcément de code en place? Oui, c'est les codes des startups. Pas les mêmes codes qu'à la Banque de France. Mais c'est bourré de codes aussi. Donc, bien sûr, mais tout groupe social, même un groupe d'amis, quand je sais pas, ils se réunissent, j'en sais rien, moi, pour prendre l'apéro ou un truc comme ça, c'est bourré de codes aussi. Complètement. Donc, en fait, et ces codes-là, ces codes sociaux, qui la plupart sont symboliques et implicites, déterminent nos comportements. Et ça m'a toujours marqué à quel point on n'arrive pas à prendre ça en compte. Et donc, en fait, on croit qu'il faut toujours tout expliquer aux gens. Mais non. En fait, il y a beaucoup de codes informels, etc., qui déjà nous disent comment on doit nous comporter. Et donc, naturellement, on va se rassembler de par nos codes, nos façons de travailler déjà, pour co-construire la solution. Mais on voit bien en entreprise, parfois, il y a des collaborateurs qui sont peut-être un peu en retrait, qui aiment avancer tout seuls. Comment on les embarque, ceux-là? Parfois, ceux-là, il faut surtout les laisser faire quelque chose de marginal, parce qu'ils préfigurent ce que sera peut-être le prochain changement. Donc ça, pas toujours. Hein. D'ailleurs, il y avait j'ai oublié, Francesca Gino, voilà, une chercheuse d'Harvard, je crois, qui avait théorisé le maintien d'espaces de rébellion au sein de l'entreprise. Elle a créé un superbe article là-dessus en disant tout dirigeant d'entreprise devrait absolument organiser une forme de contre-pouvoir radical, en fait, quoi. Parce que c'est ça ça a deux avantages. C'est que, un, très connu au niveau politique aussi, hein, c'est que la contre-culture est une façon d'animer la culture dominante. C'est-à-dire la culture dominante, si elle n'a pas sa contre-culture, elle s'endort, elle périclite, quoi. Voilà. Et ça, c'est le premier truc. Et que le deuxième, c'est que c'est toujours à la marge que naît l'innovation. Et donc, en fait, si j'entretiens pas des espaces marginaux, et que ça peut être au niveau comportemental ou au niveau conceptuel, donc au niveau des idées, de nouvelles propositions de valeur ou je ne sais pas quoi, si j'entretiens pas ça, je prends le risque d'avoir une entreprise qui n'est plus pertinente. Ok, vous avez un exemple justement à nous... Alors, il y a une boîte qui a parfaitement organisé ça, c'est Lego, en créant, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça, un Future Lab, je crois, dont la mission est d'être en marge, en rupture radicale vis-à-vis du core business de Lego. Voilà. Et après, moi, je travaille sur des projets de ça. Là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais je travaille avec des entreprises, notamment dans le luxe, sur des espaces d'innovation radicale où on encourage, où en fait on crée des micro-cultures. Tout ce qu'on appelle un peu Innovation Lab, où ils vont travailler sur ces cultures et après essayer de les insérer. Oui, alors il y a des pièges dans ces fameuses Innovation Lab, etc. C'est de ne travailler que l'espace. C'est l'espace physique. Donc on a un beau lab avec des belles couleurs, on fait des post-it, des panneaux, des cloisons mobiles, des machins comme ça. Et puis on y vient une fois, 2 fois par an. Pour faire un atelier, un workshop, on a révolutionné le monde et puis on retourne chez soi et puis on se rend compte qu'en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà, ça c'est le piège, c'est d'avoir en fait des lieux tellement
c'est de créer des formes de tourisme, d'innovation, quoi. Donc c'est pas si facile de créer ces fameux espaces d'appropriation. Ah non, c'est pas facile du tout. Surtout que, encore une fois, la culture dominante en entreprise va contre ça. Parce que qu'on le veuille ou non, on est quand même majoritairement dans les entreprises dans des cultures managériales inspirées du taylorisme et tout ça. Donc le contremaître, ou manager de proximité, qui est là pour organiser les tâches de son équipe, diffuser de l'information, cascader, comme on dit très joliment. Voilà, donc la culture managériale dominante reste celle-là. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression quand même qu'un changement va prendre beaucoup plus de temps à se mettre en place avec ces espaces d'appropriation. Est-ce que c'est une fausse idée? Oui, c'est une fausse idée, bien sûr. En fait, c'est toujours une question de point de vue. C'est toujours une question de point de vue et de perspective. En tant que dirigeant, on peut avoir l'illusion qu'à partir du moment où on a décidé quelque chose, ça doit s'appliquer et qu'à partir du moment où je l'ai décidé, je lance le chronomètre pour voir le temps d'application du truc. Et c'est comme ça que je vais mesurer l'efficacité du changement. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on décide d'un truc. On n'a absolument aucun indicateur en place pour savoir si le changement s'est vraiment effectué. Aucun, parce que souvent c'est des sujets trop complexes, donc voilà. Où il y en a qui ont essayé, des balance scorecards, des plans de transformation à 6 chantiers, 12 actions par chantier, des voyants rouge, vert, orange, etc. Plus personne n'y comprend rien, c'est impilotable tellement les trucs sont découpés. Moi, la vision que je défends par rapport à ça, c'est une vision centrée sur l'humain, et de développement de ce qu'on appelle de la capacité d'agir des êtres humains. Et la façon dont on voit si un changement est effectif, c'est en fait si les personnes sont en capacité de changer. Et en gros, si je suis en train de créer au sein de mon entreprise des choses qui augmentent la perception du stress, qui augmentent tous les facteurs qui inhibent le changement, je ne suis pas en train de changer. Nous, c'est comme ça qu'on mesure les choses. Est-ce qu'en fait, on est en train de créer les conditions qui permettent que le changement se produise, sans préjuger du changement qu'on souhaite faire advenir, puisque en fait, les choses sont tellement volatiles que de toute façon, là, on le sait, c'est la réalité des entreprises, les transformations s'enchaînent, enfin même elles s'empilent et elles s'enchaînent. Donc en fait, le sujet, ce n'est pas l'objet du changement, c'est la capacité à changer. De ce qu'on se dit là, j'ai l'impression que souvent, le CEO décide et a déjà, à minima, une idée de comment on va y aller. Et là, peut-être que c'est de redéfinir finalement le rôle de ces fameux dirigeants. Bien sûr. Et de plus se dire, peut-être, il y a ces évolutions qu'on voit sur le marché, il faudrait faire des changements au sein de nos entreprises et en fait pas lui être au contrôle mais perdre un peu de ce contrôle-là pour le donner dans les mains de ses salariés, de ses collaborateurs pour qu'ils retrouvent cette fameuse liberté de capacité à agir. C'est un changement très fort culturellement. Oui, bien sûr que c'est un changement, mais j'ai envie de dire presque oui et non, dans le sens où la plupart des grandes entreprises jusqu'à présent, se sont très peu occupés de l'humain. Très peu. Et puis même, je dirais même de façon plus large, la société s'occupe très peu de l'humain en tant que tel. Puisqu'on reste majoritairement dans notre illusion de surpuissance, en fait. C'est-à-dire qu'on est un être tellement intelligent et puissant que de toute façon, il nous suffit de décider et la force de notre volonté fera changer les choses. Bon, voilà. Ça, c'est très difficile à accepter qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas, quoi. C'est très difficile à accepter. Et pourtant, là, maintenant, on a maintenant tout qui nous montre que c'est ça. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire une digression sur la crise climatique, etc. Mais on est quand même en plein dedans. Beaucoup de choses qui nous échappent. On est en train de commencer à comprendre que le fait de vouloir changer, de prendre conscience, ne suffit absolument pas. Et donc, ce que je voulais dire en disant ça, c'est que la plupart des entreprises ne se sont pas encore vraiment intéressées à l'humain, c'est-à-dire à ce qui joue, influe sur les prises de décision de l'humain, ce qui le motive, comment il imagine ce qu'il fait, comment il construit du sens. Voilà. Et donc, en fait,
oui, c'est un changement radical, mais en même temps non, parce que c'est juste le fait de prendre en compte des nouvelles informations et des nouvelles connaissances qu'on a sur nous-mêmes. Oui, qui vous paraissent peut-être évidentes à vous, parce que du coup, maintenant, aujourd'hui, vous avez acquis un grand nombre de connaissances sur ce sujet, mais on est d'accord que c'est un sujet qui est très très peu connu oui, bien sûr, pour la plupart des gens. Mais parce que on est sur comme je disais au tout début, un champ scientifique qui est extrêmement récent dans sa structuration. C'est 50 ans, donc 50 ans, c'est très jeune dans la structuration d'un champ scientifique. À l'inverse, la mécanique, dont l'organisation scientifique du travail est inspirée, il y a un petit peu plus de recul. Donc on est plus confiant. Et on se dit, oui, on va imaginer qu'une entreprise, c'est un ensemble de rouages et qu'il faut juste trouver comment actionner les bons rouages. Je me mets à la place d'un manager ou d'un dirigeant qui écoute ce podcast, qui se dit « Ok, intéressant la vision d'Alexandre Bossier, tiens, ça m'intéresse. Par quoi il commence? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il y a des compétences de sciences cognitives sur lesquelles il faut monter? Qui doit acquérir ces compétences? » Enfin voilà, quelles sont un peu les premières étapes? C'est une bonne question. Je rappelle, moi j'essaie d'avoir une posture de designer. Une posture de designer, c'est quoi? C'est de partir d'observation de la réalité, des problématiques telles qu'elles sont vécues et de conception de dispositifs pour apporter des réponses à ça. Ce que je ne conseille pas, c'est d'aller dans une approche scientiste, on pourrait dire, qui considérerait à s'éduquer aux sciences cognitives et à dire comment j'applique les sciences cognitives à mon management. Voilà. Ça ne me semble pas que ce soit la bonne approche. Okay. Par contre, celle consistant à réinterroger différemment des sujets importants de l'entreprise. Donc, on va en rester par exemple sur le sujet de la motivation, de l'engagement, du sens. Voilà. C'est un sujet phare dans bien sûr, de réinterroger ça à la lumière de certaines connaissances venant des sciences cognitives. Ça, pour moi, c'est la bonne démarche. Et donc de se dire, OK, par exemple, on va prendre un groupe de managers, et puis on prend un groupe de managers, on va les faire partager ensemble sur les problématiques qu'ils ont quand il s'agit de motiver une équipe. D'accord. Après, motiver une équipe. Je ne sais pas quand elle est motivée. Les jeunes, ils ne se motivent pas pareil. Tous ces trucs-là, qu'on connaît. Et de ça, de venir éclairer ce type d'enjeu par des choses que l'on sait venant des sciences cognitives, voilà, tout simplement. Et donc, là-dessus, il y a plein de choses. Alors, ce n'est pas toujours facile d'y naviguer, ça c'est sûr, mais il y a plein de choses sur ce que je disais tout à l'heure sur les différents niveaux de motivation. Oui. Il y a des choses sur ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Amy Edmondson, si vous voulez, qui a été considérée comme une des autrices vis-à-vis du business les plus influentes au monde par, je ne sais plus qui a fait ce classement récemment. Il y a une grande étude menée par Google pour déterminer les conditions de succès d'une équipe. Et il y a les grands classiques, faut que les trucs soient clairs, les rôles, machin, etc. Mais il y a le socle absolu qui est la sécurité psychologique. Donc la sécurité psychologique, c'est je me sens confiance. C'est ça. C'est je ne me sens pas en danger quand je m'exprime. Donc en gros, c'est je suis dans une réunion d'équipe, j'ai pas peur de me faire défoncer par mon boss parce que j'ai dit un truc qui est pas dans la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. et ça, c'est le fondement. Quand il est face à un danger, normalement, il a 3 solutions possibles: la lutte, l'inhibition ou la fuite. Quand il n'y a pas de sécurité psychologique, c'est exactement ce qui se passe. Donc, si je me sens en danger d'un point de vue psychologique, soit je lutte, je rentre en résistance, soit inhibition, je dis plus rien, je fais plus rien. Voilà, je suis là, je laisse le temps passer. Voilà. Et là, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte là-dedans, des phénomènes qu'on appelle d'impuissance apprise. Et ça s'induit. Ça, on fait des expériences des fois avec des managers là-dedans pour leur montrer à quel point rapidement on peut induire au sein d'une équipe un phénomène qu'on appelle d'impuissance apprise. C'est-à-dire à force de montrer à quelqu'un qui ne fait pas bien les choses, en fait, il ne fait pas bien les choses. Ouais. C'est bête, hein, c'est du bon sens. Mais quand on réinterroge ces pratiques en tant que manager à la lumière de ça, je peux vous dire qu'il y a des choses qui changent, quoi. Lutte, inhibition ou fuite.
bah, je préfère aller faire autre chose, quoi. Ouais. Et puis là, avec le phénomène du télétravail, etc., des postures ou des comportements de fuite, il y en a eu un paquet. Donc voilà, donc ça va être un exemple. On va partir d'un sujet qui concerne les managers, la motivation, et on va les aider à réinterroger des pratiques, des habitudes qu'ils ont pris, des choses. Voilà. Moi, ce que je combats aussi, c'est le fait de plaquer des modèles en disant ah bah tiens, par exemple, il y aurait, je sais pas, le modèle du manager 3.0, ça existe. Manager 3.0, bon bah voilà, on va plaquer ça, c'est bon, c'est la solution à tous les problèmes. Non, c'est pas vrai. Et donc c'est pour ça que moi je conseille pas, je recommande pas le truc en disant tiens, allez lire tel auteur et faites ce qu'il dit. C'est pas ça. C'est réinterroger les sujets que vous avez, les problématiques que vous avez, les problématiques de fond, c'est-à-dire pas uniquement celles qui sont liées à la conduite du changement, d'un changement en particulier. C'est quelles sont les problématiques humaines de fond que vous avez vis-à-vis de vos équipes, voilà, la motivation, le sens, etc. Et puis ensuite, ouvrez-vous un petit peu, allez regarder ce qui se dit là-dessus, parlez-en, travaillez, réinterrogez-vous, expérimentez des choses, allez regarder ce que les autres font, etc. Enfin, des choses adapter assez les basiques. Solutions qu'on a lues ou pu entendre à sa propre situation. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue en tant que consultante à l'époque où on parlait déjà de mettre en place un climat de confiance, responsabiliser les collaborateurs, qu'ils acquièrent plus d'autonomie. Donc ça rejoint le discours qu'on a aujourd'hui ensemble de cette fameuse capacité d'agir dans un climat de confiance. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et j'ai aussi l'impression que c'est des sujets qui sont difficilement chiffrables. Dans une entreprise, tout doit être chiffré, il faut un retour sur investissement. Et ces sujets-là sont un peu pris, bah oui, bien sûr, on est tous autonomes, c'est une évidence qu'on est tous responsables. Qu'est-ce qu'on va passer du temps à faire des ateliers à droite, à gauche sur ces thématiques? Alors oui, mais là où il y a des trucs qui changent, et c'est là que nous on intervient et qu'on a un grand champ d'innovation là-dessus, c'est justement sur la mesure de ça. Voilà, moi je suis ingénieur, donc moi aussi ça me parle le fait de mesurer. Dans l'équipe chez Humans Matter, on travaille avec Stéphanie de Chalvron qui a la particularité d'être docteur en psychologie cognitive et en maths appliquées. Donc on est nous en train de travailler sur les modèles d'analyse et les modèles statistiques qui mettent de la mesure sur des aspects liés à la capacité d'agir. Pas facile. Voilà. Alors, pas facile, en fait, ça paraît pas facile, mais en fait, les outils existent. Donc nous, juste, on est en train de les assembler et d'en faire des choses en travaillant aussi l'expérience utilisateur d'un salarié qui va se mesurer, d'un dirigeant ou d'un manager qui va regarder ce que ces mesures disent sur l'état d'agentivité, l'état de capacité d'agir de son collectif, etc. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Mais en fait, les outils existent et ça reboucle avec le début de notre conversation, qui est pour moi une véritable obsession, c'est qu'en fait, ces trucs existent, ils sont là. Juste, on ne s'en saisit pas en fait. Voilà. Donc nous, c'est la mission qu'on s'est donnée. Hyper intéressant. Juste quelques exemples de dispositifs très concrets que vous avez pu mettre en entreprise. Oui, bah des parcours pour des managers. Enfin, je reste sur le même exemple, motivation, le sens, l'engagement et tout. Donc, par exemple, on met en place des parcours pour des managers où on va prendre des groupes de managers, des cohortes de managers, une petite dizaine. On va les accompagner dans des parcours de plusieurs semaines où on va les guider dans différentes modalités d'apprentissage. Donc, ça peut être de l'apport théorique, voilà, un peu en pointe sur ces différents éclairages venant des sciences cognitives, de la résolution de problèmes entre pairs, du test, donc de la mesure de soi, du workshop pour expérimenter d'autres techniques. Un truc moi, que j'aime bien faire, c'est que je conçois des learning expéditions, mais dans son équipe. D'accord. C'est-à-dire pas chez Google ou autre, qui pour moi n'a pas grand intérêt, mais des learning expéditions dans son équipe. C'est-à-dire que je vais aller regarder ce qui se passe au sein de mon équipe avec un œil complètement neuf, complètement différent. Et ça marche très, 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 très bien. C'est-à-dire qu'on a des managers qui reviennent en disant bah, « c'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça, j'avais jamais vu ce type de dynamique au sein de mon équipe, etc. etc. » Voilà. On s'amuse un petit peu sur des choses comme ça. Et donc ça prend la forme de parcours dans lesquels on guide dans
dans lequel on guide des groupes de managers. Ils apprennent entre eux, ils apprennent des apports qu'on leur fait, ils apprennent des techniques qu'on les fait expérimenter. Voilà. Alors, au niveau des dirigeants, tout ça, est-ce qu'il y a… Alors oui, alors après, ce type de parcours, on en a aussi qui déroule chez des populations plutôt de top managers. Oui. Quoi, voilà. Donc ça arrive aussi. On travaille avec quelques dirigeants qui nous suivent dans nos approches pour travailler sur leur stratégie. Hein. J'ai accompagné une fois un acteur industriel au niveau européen sur la conception d'une feuille de route stratégique de façon extrêmement émergente. C'est-à-dire, en fait, la stratégie a consisté à poser 3 thèmes. Et puis après, on a fait une sorte de caravane sur tous les sites industriels européens. Donc, c'était avant la pandémie, donc on pouvait le faire tranquille. Et puis, en plus, on allait en Russie et tout ça. Enfin, bon, bref. Belle époque. Ouais, belle époque. Et en fait, on avait fait un truc qui était vraiment assez cool parce que la direction de cette business unit avait posé 3 thèmes, 3 enjeux stratégiques, un truc assez classique. Hein. Et donc, on avait organisé cette espèce de caravane sur tous les sites industriels en créant ces fameux espaces de discussion, d'émergence, etc. Donc, les gens venaient simplement raconter ce que le thème leur inspirait. Et ça nous a créé toute une matière qu'on enseignait sur un blog en permanence. Donc tout le monde avait accès à cette matière qui remontait, mais c'était sur des sujets stratégiques. Hein. Et ensuite, on a consolidé ça et on a organisé un grand séminaire où on a organisé la confrontation, en fait. Mais de façon très bienveillante, positive et tout. Mais on a organisé la confrontation entre la vision des dirigeants et l'émergence du terrain, comme on dit. Je n'aime pas trop parler comme ça, mais bon, voilà. Et une fois que la confrontation était réalisée, alors tout se transformait en axe de travail où là on déployait des méthodes agiles, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à établir la roadmap stratégique ou de changement pour les 3 prochaines années, mais simplement se dire ok, c'est quoi les 3 trucs par lesquels on commence, d'accord, on les fait, et puis ensuite tous les mois on faisait des revues, donc là on déclinait des espèces de meet-up sur les différents sites qui tournaient. On avait beaucoup travaillé aussi sur tout l'environnement symbolique de l'approche. Donc on avait brandé en fait toute l'approche. On avait créé dans les sites industriels des salles logotées à toute l'approche stratégique. Enfin bon voilà, c'était amusé comme ça et ça avait très 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 bien fonctionné. Et ça je peux vous dire qu'en termes d'efficacité et de rapidité d'engagement dans le changement, là on parle de quelques semaines quoi. Qui est autour de la table? Parce que j'imagine que tous les collaborateurs de l'entreprise ne peuvent pas consacrer autant de temps à faire ce tour de… Non, en fait, la caravane, c'était nous qui nous déplacions. Auprès des collaborateurs. Voilà. Ouais. Et donc après… Le séminaire, tout le monde est là. Et le séminaire, alors pas tout le monde, effectivement, il y avait des espèces de délégations de chacun des sites, de personnes qui étaient volontaires en fait et qui s'étaient dit ok, je viens quoi. Ok. Voilà, donc effectivement, il y avait 9 sites industriels, donc il devait y avoir 3 à 4 personnes pour chacun des sites. C'était des sites pas très gros, hein, c'est des sites avec une petite centaine de personnes sur chaque site. Voilà. Une question que je me pose, c'est si un manager se dit « Ok, j'ai envie de mettre ça en place », on voit bien que ce n'est pas forcément ancré, enfin pas du tout ancré dans les entreprises aujourd'hui. Quels sont les arguments qu'il peut avancer auprès du top management qui pourrait lui dire on n'a pas le temps, moi j'ai besoin de faire du business et pas passer du temps à faire ces ateliers-là, c'est pas dans nos priorités, tous ces contrairement qu'on connaît déjà, et finalement c'est soit les arguments qui pourraient amener au top manager ou peut-être le risque de ne pas avoir en fait, je pense que pour le coup, et ça d'une certaine manière, la crise climatique qu'on est en train de vivre fait de plus en plus largement comprendre ça. C'est que je pense qu'on commence à être de plus en plus conscient que c'est ce qu'on appelle le facteur humain qui est déterminant dans le changement, quoi. Et donc, en fait, à partir du moment où on admet ça, on accepte ça, j'avoue que moi, j'ai du mal à aller chercher d'autres arguments que celui-là pour se dire, bon, ok, il faut travailler dessus. Ça paraît tellement évident. Et j'ai pas envie d'aller en chercher d'autres. Et cet argument-là vous suffit pour trouver vos clients? Non, pas toujours. Je vais pas mentir. Non, pas toujours, bien évidemment. Maintenant, les choses que l'on déploie nécessitent d'avoir quand même un semblant de conviction.
Ça, c'est Donc des sûr. gens qui sont déjà sensibilisés à la question. Quand même un petit peu, mais ça, il y en a de plus en plus. Pour le Ouais. coup, il y en a. Pour le coup, il y a encore une culture dominante qui consiste à considérer l'entreprise comme un élément mécanique. C'est ancré culturellement. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de prise en compte des facteurs humains, comme on dit. Et donc, il y a de plus en plus d'envie et d'intérêt à travailler dessus. Maintenant, ce qui limite encore un déploiement plus massif, c'est le fait que, en fait, les gens croient que c'est un truc en plus à ajouter. En gros, il y a eu la transformation digitale. Okay, donc on a tout numérisé. Bon bah d'accord, maintenant c'est le truc de plus. Voilà, donc maintenant on va être sur la transformation de la bienveillance. Enfin, j'en sais rien, un truc comme ça qui n'aurait aucun sens. Et c'est juste, voilà, c'est toujours cette logique. Alors là, qui pour le coup, qui est vraiment très 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 française, qui est problème-solution. Donc on a identifié un problème. Bon bah c'est quoi la solution qu'on met sur la même ligne? Voilà, donc la pensée un peu plus complexe, un peu plus systémique, comme on dit, ou un peu plus holistique, considère à penser que effectivement, si on veut changer la façon dont on change ou changer la façon dont on interagit ensemble, bah oui, il faut reposer des questions de fond. Alors, on pouvait croire, moi j'ai eu l'espoir, à titre personnel, que la fameuse loi Pacte, travaux sur les raisons d'être, société à mission, allait participer de ça. Mais en fait, pas du tout. Parce que ça n'a pas du tout été pensé comme ça. Et ça, j'ai eu quelques débats à certains moments, justement avec des personnes qui ont été engagées dans les commissions qui ont fait naître la loi Pacte, et de leurs propres aveux, ils disent bah non, on n'a pas du tout pris en compte l'humain. C'était pas ça le sujet. Ah bon, être une entreprise à mission, c'est pas non, prendre en plus non, pas du tout. en compte les enjeux non, sociétaux. Non, pas du tout. Le sujet, c'était comment, par une approche juridique et une approche de gouvernance, on vient fortement inciter les entreprises à prendre en compte leurs externalités, leurs parties prenantes, etc. Mais qu'est-ce que ça fait sur l'humain? C'est pas le sujet. Eh bien écoutez, j'ai adoré échanger avec vous. Je ne sais pas si vous avez peut-être encore des choses à nous partager ou des éléments qu'on n'aurait pas évoqués pendant ce moment d'échange. Ah bah moi j'ai beaucoup d'espoir. Ouais. Voilà, non mais blague à part, blague à part, j'ai beaucoup d'espoir, mais par contre je vieillis aussi, donc j'ai pas du tout l'espoir je n'ai plus l'espoir d'une espèce de révolution radicale de prise en compte de l'humain, ça se passera pas comme ça. Mais par contre, le fait qu'on arrive à changer la manière dont l'humain est pris en compte, dont l'humain se prend lui-même en compte et est pris en compte notamment dans les entreprises, ça, ouais, j'ai beaucoup d'espoir. Et j'ai beaucoup d'espoir notamment parce que moi je suis pleinement engagé dedans. Et que on a et encore une fois, je reviens toujours sur mon obsession, c'est pour encore prouver que c'en est une. Les connaissances, les outils, les méthodes, les concepts sont là en fait. Ils sont tous là. Quoi. Et si on veut les retrouver quelque part, est-ce qu'il y a des endroits où on peut s'informer? Oui, bien sûr. Enfin, il y a plein d'ouvrages qui en parlent et qui peuvent donner des clés. Mais toujours, en fait, ce qui est j'en parle pas beaucoup et je fais exprès de ne pas faire une bibliographie parce qu'en fait, la vraie question, c'est celle d'accepter de se remettre en question. Et ce n'est pas d'aller consommer le modèle, le concept ou la théorie qui va être partagée par… Mais bon, pour être curieux, comme vous nous l'aviez dit, et s'inspirer des uns et des autres. Bien sûr. C'est vrai que vous nous avez déjà partagé pas mal d'ouvrages tout à l'heure, 5e discipline, l'entreprise apprenante, tout ça, donc c'est déjà un bon début. J'ai quand même une question qui me brûle les lèvres et donc je vais la poser et ce sera peut-être la dernière. Cette fameuse prise en compte de l'humain, est-ce qu'elle est la même d'un pays à un autre, d'une culture à une autre? Parce que c'est très français, tout à l'heure vous disiez que c'était… Ouais, ce qui est français, c'est le côté très… problème-solution, donc dominante de l'ingénieur, quoi, du modèle de l'ingénieur français. Voilà, je parle en connaissance de cause. Déjà, on a tous le même cerveau. Ça, déjà, c'est le premier truc à bien avoir en tête. C'est-à-dire que d'un point de vue biologique, physiologique, anatomique, etc.,
le cerveau d'Homo sapiens, c'est Homo sapiens qui est largement dominant sur Terre aujourd'hui, enfin, voilà, qui a même écrasé tous les autres. Donc, on a tous le même cerveau. Ce qui change, c'est la façon dont notre cerveau a évolué en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit un environnement culturel, etc. etc. Parce que notre cerveau, il est extrêmement plastique. Il bouge, et il bouge au gré des expériences que l'on vit et de l'environnement dans lequel on évolue. Maintenant, la prise en compte de l'humain, honnêtement, moi je trouve que, effectivement, côté un peu comme d'habitude, anglo-saxon, américain, etc., il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent dans les liens entre la recherche et le monde du business, de l'entreprise, etc. Et ça, c'est dû à l'organisation même des liens entre recherche publique et acteurs privés aux États-Unis. En France, on souffre de formes de déconnexion entre la recherche, le monde académique et l'entreprise, où les deux se regardent en ne se respectant pas. Le monde de la recherche, considérant que le monde de l'entreprise est un monde qui est là pour faire de l'argent, des profits, etc. Donc on n'a pas à se vendre à eux. Et le monde de l'entreprise, considérant que les chercheurs, ils cherchent, mais en fait, ils ne trouvent rien, alors qu'on les paye pour qu'ils trouvent. Bon, voilà, des trucs qui sont mais d'une stérilité désolante. Voilà. Donc, en fait, en termes de connaissances sur l'humain, alors, il y a une très forte expertise sur les sciences cognitives en France. Au Canada aussi ? Au Canada aussi, ouais, voilà, je connais moins, mais en tout cas, en France, il y a une très forte expertise. Il y a des grosses pointures en recherche là-dedans. On parlait de Stanislas Dehaene sur tout ce qui est psychologie expérimentale, apprentissage chez l'enfant, etc. Voilà, on peut parler d'Olivier Houdet, aussi sur des questions d'apprentissage. De résistance cognitive dans l'apprentissage, etc. On peut parler d'Alain Berthoz, qui est au Collège de France. Enfin bon, bref, il y a des grosses pointures là-dessus. Mais on souffre toujours de ce manque de lien et de porosité entre le monde de la recherche académique et le monde des entreprises. Donc faites appel à Humans Matter pour faire ce lien. Oui, c'est vrai qu'on le fait. Puisque nous on a en permanence 3 à 4 doctorants en CIFRE chez nous, donc c'est-à-dire qu'ils font vraiment, ça c'est un dispositif français qui est assez intéressant pour la recherche, qui fait de fait vraiment le lien entre la recherche et le monde de l'entreprise. Effectivement, on est très très proche de ce qu'on appelle les SAT, donc c'est les sociétés d'accélération de transfert de technologie. C'est-à-dire qu'ils prennent des travaux de recherche des chercheurs du CNRS généralement et qui trouvent des entreprises pour transférer. Voilà. Donc on travaille nous par exemple avec la SAT Sud-Est à Marseille pour transférer des travaux de sociologie sur les réseaux et pour en faire des solutions utiles pour les gens. Voilà. Voilà. Donc effectivement, nous on est très engagés dans cette démarche. Mais encore une fois, elle est loin d'être majoritaire, dominante, etc. Et quand on prend les États-Unis, c'est un peu mieux organisé pour ça. C'est-à-dire des idées que j'évoquais tout à l'heure, par exemple sur la sécurité psychologique, ce sont des idées de chercheurs, ce sont des travaux de recherche, mais qui se diffusent beaucoup plus rapidement dans le monde de l'entreprise chez eux que chez nous. Notamment parce que ces chercheurs de Harvard, du MIT par exemple, ont aussi des activités de conseil et c'est pas mal vu. Interviennent aussi en entreprise et peuvent diffuser leur. Donc ça va un peu plus vite, mais sur certains aspects, je pense qu'on est plus en pointe. Merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience et cette vision de l'entreprise, du changement et des sciences cognitives. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à nos auditeurs ou quelque chose que vous aimeriez partager ? On vient toujours à cette question de se remettre en question, d'accepter ce que l'on est, etc. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre il faut être prêt à renoncer à un certain nombre de choses pour changer aussi. Voilà, ça peut être le dernier truc. Changer, c'est renoncer. Oui. En tout cas, souvent, pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, il faut savoir se séparer de certaines certitudes, croyances, objets. Parfois, ça fait du bien de se séparer d'objets si on veut changer, je sais pas. Ou de certaines longueurs de cheveux. Je sais pas, des fois, quand on a envie de changer, on se coupe les cheveux. Enfin, voilà. Des fois, c'est pareil. C'est-à-dire que
même au sein d'une entreprise, quand on veut changer, des fois, il faut savoir renoncer à certaines choses, renoncer à certains automatismes. Et la seule façon de re-questionner ses habitudes, en fait, c'est de les re-questionner. Enfin, c'est bête, hein, mais… Constamment. Et de faire un pas en arrière pour en faire trois en avant. C'est ça. Ouais. Et bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Alexandre. Merci, Lucie. À bientôt. Merci. Alors, qu'avez-vous pensé de ce nouvel épisode ? Partagez-vous la vision d'Alexandre ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur atochange@exalt-compagnie.com ou en commentaire sur Apple Podcast. Vos retours sont précieux et enrichissent le contenu de ce podcast. Si vous voulez creuser le sujet des sciences cognitives, je vous conseille vivement d'aller écouter le dernier atout sur le nudge présenté par Marianne. 7 minutes pour comprendre comment faire changer les gens sans les contraindre, simplement en se recentrant sur l'individu et son fonctionnement. On y parle de basket, de Nutri-Score ou encore des cercles que vous voyez au sol sur les quais de gare. Et si vous êtes encore là, un grand merci à vous pour votre écoute. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel atout et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.